Et la mission de l'expert comptable, c'est d'aider un entrepreneur à entreprendre. Appeler régulièrement son client, prendre de ses nouvelles, comprendre ce qu'il vit, c'est déjà énorme pour un entrepreneur. Les entrepreneurs, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi des gens qui prennent des risques. Je veux que l'équilibre il soit bon entre ma vie perso, le pognon et l'engagement que tu me demandes. Mais l'étape 2, c'est qu'il y a des clients qui vont quitter des cabinets pour aller dans d'autres cabinets. Et un cabinet va gagner des clients qui viennent d'un autre cabinet. Mieux comprendre les offres que moi, comptable, expert comptable, je peux vendre et produire moi-même. Et aussi avoir la confiance pour créer la discussion avec le client et prescrire mes camarades. À quoi tu renonces et à quoi tu crois, et ce à quoi tu crois, t'y vas pleine balle. Tu te compares pas, parce que tu trouveras toujours mieux que toi, tu peux toujours être déçu, tu fais. Avant de poursuivre cet épisode, ce podcast est soutenu par Axonote, l'outil pour les clients de cabinet qui va vous faciliter la vie. Axonote propose une solution tout en un pour faciliter la gestion des petites entreprises tout en étant connecté à votre outil de production. Et bonne nouvelle, Axonote vous propose non plus une PDP mais une PA en marque blanche, gratuite, ouverte à tous, pour faciliter le passage à la facture électronique. Demandez votre plateforme aux couleurs de votre cabinet en description de cet épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass, une fois n'est pas coutume, où j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Kiffer. Écoute, Jérôme, t'as fait tes gammes pendant 20 ans chez KPMG. T'es devenu directeur général France en quelques chiffres. KPMG, 1,3 milliard de C1 à l'échelle française. En juin 2025, un espèce de boom, en tout cas. Il y a une séparation, en tout cas, chez KPMG, qui a fait que tu as mis en place, avec une équipe, et on verra ça, un cabinet qui s'appelle Ridge Conseil. Et Ridge Conseil, je prends mes petits chiffres, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de collabs ? 4500. 4500, donc ça, c'est quelque chose. Dans cet épisode, ce que j'aimerais aborder, c'est aussi comprendre l'histoire de l'homme, mais aussi, on ne fait pas 20 ans chez KPMG sans avoir une expérience à partager, avoir une vision du marché. Pourquoi aussi faire cette activité maintenant ? Où est-ce que les rêves vont vous mener ? On parle de conseil. Ridge Conseil, donc apparemment, je suis avec la bonne personne pour savoir c'est quoi le vrai conseil et comment doit évoluer la profession comptable et les petits camarades experts comptables qui faisaient de la compta prod. Qu'est-ce qui se passe avec la facturation électronique, tout ça. Merci à tous d'être là et encore plus nombreux à nous suivre. Petite juste interlude, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez les 5 étoiles parce que moi je vois que ceux qui regardent, ils ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous pour me donner de la force et allez voir des invités comme Jérôme. Bienvenue Jérôme dans cet épisode. Merci Nicolas de m'accueillir. Alors, du coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais là j'ai beaucoup d'énergie. C'est bien. J'ai une question déjà qui rentre en ligne de compte. C'est quoi le vrai rôle d'un expert comptable ? Quel est son vrai métier ? Si tu appuies sur Internet, tu peux te dire là, il fait la compta. Mais en réalité, il y a ce qu'on lit sur Internet et la réalité des dirigeants. Les dirigeants, quand ils voient expert comptable, c'est un espèce de sauveur. C'est quoi, toi, ta lecture et comment tu pourrais le définir, toi, le rôle de l'expert comptable aujourd'hui ? Écoute, le rôle pour moi, il est assez simple. L'entrepreneur, il a une vie très dure, encore plus à la rentrée. Il a énormément d'enjeux auxquels il doit faire face. Et la mission de l'expert comptable, c'est d'aider un entrepreneur à entreprendre. Et donc, on pourra dérouler, c'est d'être présent dans son quotidien, d'apporter les bonnes expertises, et puis aussi d'amener les autres compétences qui sont nécessaires aujourd'hui à une femme ou un homme qui entreprend pour réussir à développer sa boîte. D'ailleurs, tu sais, le contexte économique, il peut faire peur. Les cabinets d'expertise comptable, ils sont au contact des entrepreneurs. Comment ils vivent quand il y a des mouvances un peu comme ça, politiques? Il peut y avoir, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils freinent? Est-ce qu'ils ralentissent? Est-ce qu'ils investissent plus? Est-ce qu'ils recrutent? Ou est-ce qu'ils ne recrutent pas? C'est quoi un peu, toi, ta lecture? Tu vois, en 2025, qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat? Tu as une lecture double. Tu as encore pas mal de boîtes qui se créent aujourd'hui, surprenamment. Donc, tu as une forme de vivacité. Et puis, en même temps, sans céder à la sinistrose, tu as quand même une rentrée très, très chaude avec beaucoup d'incertitudes. Et là, je te partage une de mes premières convictions. Ce qui fait la différence, c'est le leadership de l'entrepreneur et comment nous, modeste conseil, on l'aide à avoir la force, l'énergie, à voir le verre à moitié plein, à faire face à l'adversité. Avec tant d'expérience que tu as pu avoir,
ce serait aussi aussi intéressant de savoir comment tu es devenu directeur général de KPMG, parce que j'ai pas mal de personnes qui sont passées dans ce podcast, derrière le micro comme toi, qui ont fait leur gamme et leur classe aussi dans des cabinets comme ça. Et souvent, le feedback qu'il en revient, c'est beaucoup de structure, beaucoup d'apprentissage. OK, on charbonne, c'est dur, mais on repart avec une étiquette et une valeur travail qui est aussi forte et des compétences. Et naturellement, j'ai oublié forcément ma question, mais on parlait de leadership. Oui. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les collaborateurs ou les experts comptables, ils ont finalement suffisamment de leadership pour faire face aux entrepreneurs? Tu vois, parce que tu emploies ce mot. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, on se cache souvent derrière la technique ou la production de la compta. À ton avis, c'est quoi un peu aussi la posture qu'un expert comptable doit avoir, justement pour peut-être mettre un peu d'étoile dans les yeux de l'entrepreneur, se dire, ce conseil-là, il m'apporte plus de valeur que de la comptabilité? C'est tout l'enjeu de notre profession, hein. C'est qu'on vient, on le sait tous, d'un métier où on est d'abord porté par le réglementaire et la technicité. Et puis, c'est tout le tournant de notre profession qui est en train d'advenir. Alors, on parle souvent de conseils. Moi, je pense qu'il y a des choses très simples, hein. C'est appeler régulièrement son client, prendre de ses nouvelles, comprendre ce qu'il vit. C'est déjà énorme pour un entrepreneur, hein. Si vous se mettez à sa place, quelqu'un qui l'appelle de manière proactive, qui prend des nouvelles, qui essaye de comprendre ses problèmes et qui joue l'effet miroir ping-pong, c'est déjà énorme en termes de valeur conseil. Et puis après, il y a comment on reformule ça, comment on vient avec des solutions. Mais 80% du job, pour nous, professionnels, c'est déjà d'appeler régulièrement nos clients, de prendre des nouvelles et d'essayer de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Ok, je vois bien. C'est assez marrant parce que c'est vrai que c'est un métier d'humain et c'est un métier de contact où si tu as une démarche proactive où tu vas directement voir ton client, oui, tu lui montres une valeur perçue qui est différente. Oui. J'aimerais avoir une espèce de petite synthèse de ton expérience chez KPMG et quels sont les grands enseignements que tu as pu en apprendre dans cette expérience. Bon, c'est plein de questions dans une question, mais je te laisse vraiment toute la liberté de pouvoir répondre comme tu le sens. Et comment tu as réussi à devenir directeur général France dans une boîte qui fait 1,3 milliard? Comment on arrive à faire ça? Et c'est quoi un peu les compétences aussi qu'il faut mobiliser au fur et à mesure? Ouais, écoute, il y a plein de questions là-dessus. C'est sûr que ça peut paraître tentaculaire et on se dit comment est-ce qu'on fait carrière là-dedans. Peut-être, Nicolas, le premier élément, c'est 2 mots sur mon parcours perso. Moi, j'ai galéré pour avoir mon bac. J'ai raté médecine, j'ai raté Sciences Éco. Je suis parti vivre à Londres pendant 1 année et demie. Je suis revenu reprendre les études vers 22-23 ans en France. Donc, j'ai fait ce qui est maintenant le DCG, DSCG. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça a été une chance extraordinaire parce que ça m'a remis le pied à l'étrier. Parce qu'il n'y avait plus grand-chose de disponible il y a quelques années en France. Donc, ça m'a remis le pied à l'étrier. J'ai repris confiance en moi et j'ai trouvé un métier. Ça, c'était déjà la première étape énorme de reconstruction personnelle. Alors, quand tu dis que tu as repris confiance, c'est parce que c'est, entre guillemets, ces échecs apprentissages que tu as eu dans les études, du coup, tu ne l'as pas ressenti dans la filière comptable et c'est ça qui t'a fait reprendre confiance en toi? J'avais un diplôme, donc j'étais content. Ah, tu m'étonnes. J'avais un métier, je vois. Donc j'étais content et je pouvais re-rentrer dans le marché du travail. Et pourquoi cette profession? Et pourquoi ces diplômes et ce cursus? Écoute, ça, je vais te dire, c'est très simple. J'étais un peu perdu. J'étais toujours été bon en maths. Et c'est ma mère qui m'a appelé. J'étais à Londres. Et elle m'a dit, Jérôme, je t'ai trouvé un truc. Tu peux rentrer en septembre. Et donc, je suis revenu en juin, les cheveux décolorés, mode Londres. Et j'ai repris les études vaillamment en septembre. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et quand tu es rentré dans le cursus, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu t'es dit, je vais faire carrière là-dedans? Ou tu t'es pas posé de questions et j'ai adoré. Moi, j'ai adoré parce que j'ai adoré le fait d'avoir des disciplines assez dures, c'est-à-dire il fallait apprendre la fiscale, la compta, la gestion financière, etc. Je te l'apprends pas. J'ai adoré parce que j'avais vraiment l'impression de construire des briques. Et puis, j'avais tout un monde qui s'offrait à moi. Il y avait plein de trucs à faire. Donc, c'est ça qui m'a remis sur la selle par rapport à des années un peu difficiles qui ont duré assez longtemps, quoi. D'ailleurs, justement, les études, t'as adoré l'apprendre, mais est-ce que c'était difficile pour toi à apprendre? J'étais quand même en mode mort de faim.
C'est-à-dire que j'avais galéré pour avoir mon bac, j'avais eu 4 années un peu trouées. Et donc, j'avais quand même une espèce de petite volonté de réparer quelque chose. Et c'est d'ailleurs un moteur dont j'arrive pas complètement à me soigner. Et je continue à avoir cette animation personnelle qui est de redorer le blason, quoi. Ah, c'est quand même... Tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, cette reprise de confiance, après, elle galvanise quelque chose en soi-même. Et puis après, ça décolle, quoi. Oui, ça décolle. Et après, j'ai eu des rencontres. Donc, j'ai commencé dans un cabinet indépendant. Et puis, j'ai rencontré un pote un samedi après-midi qui m'a dit, chez KPMG, ils recrutent. J'étais très étonné. J'ai dit, avec mon CV qui ressemble à rien, ils ne me prendront jamais. J'ai eu une rencontre. Et ça, c'est un des premiers enseignements de la vie. C'est que les rencontres peuvent jouer beaucoup. Je ne parle pas de réseau, de networking. Je parle juste de se donner la chance de rencontrer quelqu'un et de créer un lien. Ça peut faire beaucoup. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un chez KPMG qui m'a recruté, qui m'a mentoré les 15 premières années de ma vie. Et qui m'a fait passer associé, qui m'a invité à faire des choix, etc. Donc ça, c'était un des premiers éléments clés. Tu t'es dit que tu allais faire expert comptable quand tu es rentré dans le... Non, après, j'ai été pris par et ça me convient bien, par le rythme de tu passes ton diplôme, après tu veux gérer un portefeuille, après tu veux être signataire, après tu veux plus de responsabilités. Et donc j'étais pris par le rythme de la vie. Ok, donc il y a quand même cette rencontre qui dure quand même assez longtemps, 15 ans. Comment on arrive... Est-ce que cette personne, elle a décelé quelque chose chez toi? Est-ce qu'elle a juste voulu te prendre sous ton aile pour t'apprendre? Ça a été quoi un peu, tu vois, cette fusion qui fait que peut-être qu'elle a grandi aussi avec toi, j'imagine? Écoute, elle a été très exigeante aussi. Donc, très, 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 très exigeante avec moi. J'étais à Strasbourg. Je voulais devenir associé. On m'a dit, Jérôme, c'est possible. Il va falloir que tu déménages à Troyes. Tu quittes les grands comptes pour faire de la PME. Et donc, c'était des choix de vie quand même pas évidents. J'avais un enfant à l'époque et il m'a invité à faire ce mouvement. Je le regrette pas du tout, mais c'était un acte de courage. Voilà. Donc, pour devenir associé, pour qu'aussi on puisse comprendre et puis donner un peu de feedback aux jeunes générations qui se diraient, tiens, je voudrais peut-être suivre la même trajectoire. Il faut faire quoi pour devenir associé? C'est quoi la règle? Écoute, c'est d'ailleurs ce qu'on retient chez Ridge aussi, conseil. C'est le fruit d'un parcours, mais on connaît ça. Il y a bien entendu la technicité, bien entendu le développement commercial. Et puis aujourd'hui, et j'y reviens, dans ce monde où la profession vit une révolution, le contexte économique, politique, il est chaud. Ce qui fait la différence, c'est les femmes et les hommes, c'est l'incarnation. Et donc, c'est quand même ça qu'on recherche le plus. Et moi, je suis prêt souvent à prendre beaucoup de risques, à pas trop regarder les éléments académiques, etc. Et d'abord regarder les personnes, leur envie, leur état d'esprit, ce qu'elles ont envie de faire, et aussi l'envie de collaborer, parce que pour moi, c'est très important. C'est l'envie de travailler avec les autres, pas que pour soi, mais un peu aussi en équipe et au service des autres. Et c'est ça que je regarde avant tout. Et ça, tu vois, quand on se met la pression, qu'on est jeune, mes diplômes, etc., mon job, ok. Non, mais ok, c'est des prérequis. Mais c'est pas ça. C'est comment j'écoute, comment j'interagis, comment je porte mes convictions, comment je fais des choses qui me tiennent à cœur. C'est ça la vie. Avant de passer à la partie Ridge, conseil, je serais aussi curieux de savoir, c'est quoi la vie d'un directeur général d'un Big Four en France? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les sujets sur lesquels on travaille? Est-ce qu'on travaille ou pas? Ou est-ce que c'est les autres qui travaillent pour nous? J'imagine que non. Alors on travaille. Oui, on travaille. On travaille sur la stratégie. On travaille sur la représentation de la marque. On travaille auprès des comptes ou des prescripteurs les plus importants. On travaille aussi à l'animation de la communauté des associés. Parce que ça, c'est hyper important. C'est le collectif des personnes qui décident de travailler ensemble et d'investir leurs sous aussi. C'est pas neutre. Et puis après, il y a aussi la partie mise en œuvre, exécution de la stratégie, parce que c'est beau de décider, c'est beau de partager. Et à un moment, il faut que les choses adviennent aussi, quoi. Justement, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on analyse justement pour faire progresser le cabinet ou pour prendre des décisions, pour s'orienter peut-être sur un marché, ce genre de choses? Pourquoi je te pose cette question? Elle n'est pas anodine,
Parce que ne serait-ce qu'en DCG, en licence, on apprend le management, quoi. Et donc, Ouais. on apprend les stratégies aussi. Ouais. Mais du coup, est-ce que, tu vois, tu as mobilisé forcément des compétences pour développer des stratégies et définir des orientations? Ouais. Comment ça se réfléchit? Est-ce que tu auras un exemple aussi d'une stratégie qui a pu être payante ou gagnante que tu as pris par toi-même ou avec le collectif, j'imagine? Bah, l'énorme move, c'est la création de Ridge, Bah oui. qui a commencé par une analyse stratégique. C'est qu'on s'est posé la question de comment évolue le marché. Donc ça, c'est le premier élément. Tu regardes les grandes tendances, le digital, les évolutions sociétales. Et ça, c'est quelle année? Parce que là... C'était il y a deux ans, deux Ok. bonnes années. Ok. Donc tu regardes comment, voilà, les grandes tendances. Tu regardes aussi les attentes des clients. Et bon, sur le marché des entrepreneurs, les attentes des clients, ça bouge beaucoup. Tu regardes les attentes des équipes. Je ne te fais pas le dessin. Bien sûr. Les attentes aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a quelques années. Tu regardes aussi comment évolue le réglementaire. Et puis, tu regardes aussi comment évoluent les concurrents. Donc, le réglementaire, les concurrents, les besoins des clients, les besoins des équipes. Et puis, sur la base de ça, tu formules des options. Voilà, le scénario 1, on reste comme ça, on fait rien. Le scénario 2, on décide de se séparer et KPMG se focalise sur les grands comptes et les ETI. Ridge devient un acteur indépendant du conseil des entrepreneurs. Et puis, une fois qu'on a ces différentes options, à un moment, il faut choisir. Et ça, tu vois, c'est un autre élément que j'aimerais partager. C'est on peut faire beaucoup de sujets très intellectuels, réfléchir, faire des slides, écrire des trucs. À un moment, ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Et ça, c'est le pouvoir de l'instinct. C'est le pouvoir d'écouter son ventre ou d'écouter son cœur. Et ça dépasse tout. Parce que chacune et chacun d'entre nous, on bouge d'abord pour ça. Même si tu vois, on est dans le chiffre, on est des êtres plutôt rationnels, on compte, etc. Donc, on est capable de se réassurer beaucoup par la technique, les chiffres. Ce que je pense, c'est que l'être humain, il bouge d'abord avec son cœur ou son ventre, par l'envie ou par la peur. Et donc, c'est ça le vrai élément déclencheur. Et à un moment, on se dit, c'est ça qu'il faut faire. Masterclass. En fait, ça veut dire que aussi, les résultats que tu pourras aussi atteindre dans des projets, c'est avec le cœur que tu auras mis à l'ouvrage, quoi. Mais il n'y a que ça. Et tu vois, moi, je suis en train de préparer, de finaliser ma rentrée. Et donc, bien entendu, je vais te parler de tous les projets qu'on a. On veut développer la boîte, l'IA, le digital et tout. Bon, tout ça, bien sûr. Mais le vrai sujet, c'est l'énergie et l'envie qu'on a de faire un truc. Justement. Et d'être contaminant et de demander et d'inviter d'autres à se dire, vas-y, on va le faire ensemble. Okay. Et tout est là. Très clair. Du coup, c'est parfait pour moi comme transition. Quand tu as fait ton analyse stratégique, ou vous avez fait l'analyse stratégique, soit on fait rien, soit on se sépare, soit l'autre il se concentre sur les ETI. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton ventre, justement, et dans ton esprit? Est-ce qu'il y a eu un truc? Qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour sortir Ridge de terre? Dans mon esprit, alors, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que moi, j'aime l'équipe, j'aime le collectif. Et donc, j'avais besoin de sentir que j'étais pas seul et que c'était pas le fruit d'une personne ou d'une lubie ou juste de mon ego qui s'envolait, mais que j'étais raccord avec ce qu'attendaient les clients et raccord avec l'aspiration des équipes. Donc, il y avait un premier sujet qui était de trouver de l'appui, du réconfort et de l'envie même auprès d'un premier cercle resserré, puis d'un cercle plus étendu, puis d'une communauté plus large. Donc ça, c'était hyper important comme élément. Et après, le deuxième élément, c'était d'avoir quelques personnes clés avec qui je peux vraiment le faire. Et le dernier, on en parlera, c'est l'hygiène de soi, quoi. S'écouter, se respecter, pas avoir la tête qui part trop haut, accepter la contradiction, voilà, ne pas être trop galvanisé par ce qu'on fait non plus, même si c'est hyper enthousiasmant. Donc, il y a toute cette dimension perso aussi. Ok, il faut apprendre à travailler sur soi, effectivement. Je pense que c'est un des vrais sujets de la vie, d'avoir l'humilité de travailler sur soi toute sa vie. Ok, hyper clair. J'ai l'impression que, tu vois, t'es sensible aux hommes avec un grand H aussi. J'essaye. Ouais. On est imparfait aussi des fois, il y a pas de, c'est sûr. Mais tu t'es dit tous ces éléments de réponse que tu viens de m'apporter, et comment on structure, comment on se sépare, comment on fait le deal, comment on prend finalement notre envol personnel. Est-ce que tu le prends
tout seul à partir du moment où le 25 juin, ou je ne sais pas quelle date, c'est terminé, vous avez écrit Ridge, c'est fini, avec KPMG, ou il y a encore une continuité? C'est quoi un peu les contours de tout ça? Ouais, il y a eu une multitude d'étapes parce qu'il fallait détourer les activités du point de vue juridique, du point de vue opérationnel, trouver un partenaire financier, euh, obtenir l'engagement des équipes aussi, parce que obtenir, le terme est d'ailleurs pas très élégant, mais être certain que ce qui était porté par la communauté des associés, ça répondait aussi à une aspiration des équipes, parce qu'on pouvait être, nous, tout excités par notre truc, mais si nos équipes, elles n'avaient pas envie de ça, ça marche pas. Ouais, c'est clair. Et donc, est-ce qu'il y a un ressort qui fonctionne pour les équipes? Et puis surtout, la projection. Et la projection, tu vois, nous, on s'est dit, on a un cabinet de conseil aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi des gens qui prennent des risques, qui menacent des fois leur santé, qui menacent des fois leur famille, parce qu'ils ont tellement de contraintes. Ils ont plein d'opportunités, mais ils ont aussi plein de trucs à gérer. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la mission. On va aider des entrepreneurs, des femmes et des hommes, qui font souvent le all-in quand même, à monter leur boîte pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et donc, on a beaucoup travaillé, et là, pas du tout, tu vois, de manière un peu conceptuelle et théorique. Ça veut dire quoi? Aider les femmes et les hommes qui entreprennent. Et c'était ça, la projection. Ok. Et après, il y a toute la mécanique. Mais il faut d'abord aller chercher le cœur du projet. Très clair. Là où c'est intéressant, c'est que, est-ce que quand vous avez scindé les activités, tu as dit il faut voir les contours juridiques, etc. Il faut aussi embarquer les hommes et les femmes pour savoir s'ils veulent aussi participer à ce projet. Du coup, ce sont des salariés qui passent directement, qui changent de couleur, qui changent d'équipe. Ah, tu changes de maillot. Ouais. Donc, on est tous des ridgeuses et des ridgers depuis maintenant janvier. Exactement, Okay. exactement. Donc, on porte les couleurs d'un nouveau maillot. Ok. C'est quoi la vision de ce cabinet? La vision, c'est aider les entrepreneurs à aller au bout de leur projet. C'est comme ça qu'on l'a écrit. C'est une phrase, c'est simple. Et après, on peut le décliner de plein de manières. Ça veut dire quoi, aider un entrepreneur, femme ou homme? Ça, je pourrais t'en parler. Ça veut dire être en proximité. Donc ça, c'est ce que je t'ai évoqué, tous les éléments de posture. Ça veut dire aussi avoir une bonne plateforme digitale parce qu'il ne faut pas de paperasse. Ça veut aussi être en proactivité. Et puis après, ça veut dire être bien présent sur tous ses besoins fondamentaux. Et après, aussi être présent quand il y a des événements particuliers. Et donc ça, je t'ai donné en quelques mots ce qu'on veut faire dans les années à venir. Ok. Oui, sur les entrepreneurs, c'est ça que j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Ouais. Les entrepreneurs, c'est quoi leurs besoins? Comment l'expert comptable, il peut l'aider? Tu vois? Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais, je l'ai noté sur ma feuille, il faut qu'on puisse être un effet miroir pour lui. Il faut qu'on puisse le comprendre. Il faut qu'on puisse répondre à son besoin. Mais de quoi a-t-il besoin, lui, vraiment? Alors, je ne vais pas être présomptueux et tu vois, de dire ce dont a besoin l'entrepreneur. L'expérience que j'ai et que d'autres ont aussi, tu as toujours les deux revers de la même pièce. Tu as des sujets de croissance, de développement, et puis tu as des sujets de protection. Donc, les sujets de protection, on les connaît bien. La protection d'avoir une comptabilité propre, de prendre les bonnes mesures fiscales, la protection juridique, d'avoir une boîte propre, la protection dans la gestion des salariés, c'est déjà beaucoup. Si tu apportes à un entrepreneur un niveau de sécurité et de confort qui lui donne la conviction qu'il est bien protégé, et je pourrais aussi parler du statut du dirigeant, sa protection personnelle, est-ce qu'il a les bonnes prévoyances? Est-ce qu'il a prévu ce qui se passe s'il va moins bien? Est-ce qu'il a prévu ce qui se passe si sa boîte plante? Est-ce qu'il a prévu ce qui se passe pour ses proches? Quand souvent c'est le premier salaire, la mutuelle, des enfants qui est mise sur la tête du dirigeant, etc. Donc tu as tout ce volet protection qui est énorme. Alors on peut le dire, il est un peu défensif. Mais si tu apportes à un entrepreneur un niveau de sécurité sur le fait qu'il est baqué sur tous ces sujets, tu peux déjà rentrer sur le terrain de jeu, tu peux déjà jouer un peu plus décontracté, quoi. Ouais, mais ça c'est cool ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on pourrait dire son besoin c'est d'avoir des dashboards, de la data. Bon,
il a besoin de sécurité, quoi. Ah, t'as employé ce mot. Donc il c'est a vrai. besoin de sécurité. Et tu vois, ça, c'est un point qu'on peut un peu creuser. On dit l'avenir de l'expert comptable et tout. Bon, moi, je pense qu'il y a un avenir extraordinaire, sinon je ne ferais pas ça quand Tu même. m'étonnes. Mais il faut une de nos convictions, c'est que ça va passer par un élargissement du champ d'intervention de l'expert comptable. Soit lui-même, soit dans le collectif qu'il aura su fédérer autour de lui. Et on ne peut pas exclure que les prestations comptables se digitalisent énormément et du coup soient mises sous pression des prix. Ce n'est pas un scénario que je souhaite, mais ce n'est pas un scénario complètement irréaliste à moyen terme. Par contre, la relation de confiance que l'expert comptable aura nouée et tous les besoins de l'entrepreneur auxquels on ne répond pas aujourd'hui, c'est ça, de mon point de vue, un des scénarios d'évolution de l'expert comptable. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui auquel, chez Rich Conseil, on croit. Et selon toi, c'est quoi les besoins qui sont sous-satisfaits pour les entrepreneurs? Sur lesquels on se dit, en fait, purée, on n'a pas le temps de le faire, mais il y a quand même quelque chose je pense qu'on proposer. répond bien aux besoins de sécurité comptable fiscale. Sécurité dans la gestion des salariés, oui, mais pas toujours. Ouais. Sécurité du dirigeant, assez peu. Est-ce qu'on fait vraiment un point régulier avec lui de sa situation? Et puis après, la sécurité de gestion. Donc là, c'est tout ce que tu connais, tableau de bord, trésorerie, etc. Là, on en fait quand même insuffisamment de manière générale. Non, mais tu vois, en fait, c'est ça qui est marrant. Je te pose cette question, mais c'est pas anodin, tu vois. C'est que c'est un choix. Il a besoin. L'autre, il a besoin de sécurité. L'autre, il a besoin d'accomplir son rêve. L'autre, il veut faire un truc qui est super aligné avec ses valeurs parce que il a une histoire personnelle où il a des choses qui lui tiennent à cœur. Oui. Et puis, il a besoin de reconnaissance aussi, tu vois, etc., etc. Et du coup, finalement, c'est vrai que derrière tous ces besoins, tu vois, la pyramide de Maslow, quoi. Tu vois, Oui. et du coup, en fait, tu peux greffer des missions de conseil qui aideront finalement l'entrepreneur à atteindre son rêve ou son objectif. Oui. Devenir riche ou pas, peu importe. Ouais, souvent de se réaliser, d'emmener une équipe. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient d'abord à ce qu'ils font avant d'aller chercher l'argent. Hein. Ça, j'en suis intimement convaincu. Ouais, c'est clair. Et donc, il y a la protection et puis il y a le développement aussi. C'est l'autre face de la pièce, quoi. Ok, ça marche. Il faut embarquer des équipes. Donc, ça, c'est aussi important. C'est quoi les attentes des gens qui vous ont rejoint et qui sont passés et qui ont changé de maillot et qui ont décidé de rejoindre cette aventure? Je vais te donner ma lecture et puis je te laisserai aussi peut-être rebondir par rapport à ce que je dis. Moi, j'ai quand même l'impression que on est dans un job de confraternité. On est des confrères, mais en vrai, un cabinet vs un autre, le client, il va aller chez qui? Je comprends l'histoire de confraternité, mais justement, comment on embarque les équipes pour que eux, ils se disent, j'ai envie de porter les couleurs de ce maillot fièrement, j'ai envie de me bagarrer pour apporter de la valeur à mes entrepreneurs que j'accompagne, mais aussi pour que les entrepreneurs ils viennent chez moi et pas forcément chez les autres. Écoute, modestement, je pense que jusqu'alors, parce qu'on verra ce que dira l'avenir, mais jusqu'alors, je pense que le côté exaltant de créer une boîte et de la développer, c'est quelque chose qu'on a réussi à transmettre très largement au sein de nos équipes. Et donc ça, c'est le projet. Donc c'est pas les parcours de carrière, c'est pas les sous, etc. C'est j'ai un projet, j'y crois. Et je pense que encore une fois, tu vois, je parlais de cœur ou de ventre et pas que d'intellect. Le projet, ensemble, on prend notre destin en main. Ensemble, on va construire le leader du conseil aux entrepreneurs. Et je pense que ça a été le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on ne l'a pas co-construit dans tous les détails, ce ne serait pas vrai, mais on s'est quand même dit qu'on allait le faire tous ensemble. Donc je pense qu'on a réussi, au moins jusqu'alors, à faire ressentir chez chacun qui prenait sa part à l'édifice et qu'il avait son rôle à jouer. Voilà, je suis senior, je suis manager, j'ai mes clients. C'est à eux que je raconte l'histoire. Voilà, on est devenu Rich Conseil, je suis content, idéalement, j'y crois et je vais vous expliquer comment je vais continuer. Donc, on avait travaillé ça, on avait fait des ateliers, etc. Et après, on peut rentrer dans tous les discours RH, la simplicité, les parcours de carrière, le développement. Mais je pense qu'il y a d'abord eu ça. Très clair. Tu vois,
Quand tu parlais du leadership au début de l'épisode, euh, c'est intéressant parce que on parle d'un monde d'expertise comptable, mais en fait, c'est une boîte, hein, une entreprise. Dans Ouais. l'entreprise, il y a un projet. On vend Ouais. quoi? On vend du service. Ouais. Peu importe ce qu'on vend, mais du coup, il y a toujours ces traceurs, quoi. Le projet, la culture, la vision, la team, et puis on y va, quoi. Et on y va. T'as tout dit. Tu vois, tu as aussi vu que dans l'analyse stratégique, et par rapport à avant, toi, comme tu as fait tes gammes il y a quelques années en arrière, tu vois aussi l'évolution des tendances et l'évolution des besoins des gens. De quoi ont besoin les consultants ou les collaborateurs qu'on pourrait avoir en cabinet? C'est quoi? Qu'est-ce qui se raconte là en ce moment? Pour apporter du feedback aussi Ouais, et de la bien lecture sûr. à des experts comptables qui n'ont peut-être pas encore, tu vois, ils ont été éduqués à la dure, donc c'est normal d'être à la dure. C'est quoi un peu le changement maintenant? Ouais, alors, on fait plein d'analyses, d'enquêtes, etc. Régulières. Donc, je peux te donner un feedback d'expérience qui est ce que nous disent nos équipes de ce qu'elles aiment et de ce qu'elles n'aiment pas chez nous. Trop bien. Et tu vois, parce que ça, c'est du parler vrai. Et donc, ce qui est beaucoup salué par nos équipes, c'est la qualité du service qu'on rend et la fierté de rendre un service de qualité et d'aider les clients. Ça, c'est très fort. Ce que les équipes nous disent adorer aussi, c'est travailler en collectif. Ce qu'elles nous disent aussi adorer, c'est avoir une mission claire et, on dit porteuse de sens, mais bon, qui veut quand même dire quelque chose quand je me lève le matin. Ce qu'elles nous disent aussi, c'est qu'elles veulent quand même des sous. Donc, faut pas l'occulter. Ouais, c'est clair. Et apprendre un métier et avoir des perspectives de carrière. Donc, il y a un côté, je veux être dans un environnement cool, sympathique, friendly, décontracté, etc. Mais en même temps, je suis là pour apprendre mon métier et je veux bien l'apprendre parce que je veux avoir une valeur sur le marché du travail, dans la boîte ou pour faire autre chose demain, voler de mes propres ailes. Donc ça, tu vois, c'est ce qui est attendu. Je peux aussi te dire ce sur quoi elle nous trache. Bah ça serait intéressant, justement. Donc, sur quoi elle nous trache? Parce que du coup, quand tu laisses la porte ouverte au feedback, bah du coup, aussi, tu donnes l'opportunité aux gens de tracher. Ouais. Ce qu'elle n'aime pas du tout, de manière générale, c'est quand le rapport argent-travail leur paraît disproportionné. Donc, c'est pas le sujet de « je veux pas travailler », c'est le sujet « je veux que l'équilibre il soit bon entre ma vie perso, le pognon et l'engagement que tu me demandes ». Donc ça tape fort quand c'est pas respecté. Okay. L'autre truc qui tape fort, c'est l'absence de transparence. Et donc, la qualité du leadership. Est-ce qu'il me bullshit ou est-ce qu'il me dit des trucs vrais? Et tu vois, tu l'as eu dans un autre podcast, on est des adultes. Donc, les gens, ils ont fait 5, 7, 8 années d'études, ils ont une épouse, un époux, des enfants, ils remboursent des emprunts, et puis on leur parlerait comme des gamins au boulot. Donc ça, c'est sanctionné de manière très, 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 très directe. Et le dernier élément qui est sanctionné, c'est quand le passage de l'idée à l'action est trop lent. D'accord. Donc, c'est le rapport au temps. Il faut que ça aille vite, il faut qu'on décide vite, il faut qu'on ajuste vite, qu'on exécute vite. C'est marrant ça, parce que tu vois, je pourrais avoir tendance à imaginer que tu vois, c'est très réfléchi, on analyse, on étudie, on regarde. Non, il y a le mouvement. Il y a le mouvement. Et je pense que c'est aussi lié au fait que on est tellement connecté au digital et à l'instantanéité dans nos vies privées que tu as un rapport au temps qui est quand même très différent de celui de bon nombre d'entreprises. Et donc, ça crée un écart qui est aujourd'hui assez peu toléré, je pense. Très clair. Tu le vois bien, hein. Ouais, Sur TikTok ou Snapchat, tu as un remis si tu réponds pas dans les 2 heures. Ah, t'es dead. T'es dead. Bon, dans une boîte, tu réponds des fois un peu plus rapidement ou un peu moins. Tu vois. Je le vois au support client chez la Geek des Chiffres, Voilà. vendredi soir 18h, samedi midi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Exactement. T'as tout dit. Ok. T'as tout dit. Ça marche. T'as tout dit. Très clair. Alors, comment on finance aussi le switch de l'activité Ridge KPMG? Est-ce qu'on comment vous avez financé ça? KPMG n'a pas laissé partir le truc tout seul comme ça? Non, parce que c'est une séparation qui s'est bien déroulée, mais c'est une séparation quand même entre adultes. Donc, on est 250 associés. On a racheté l'actif. On n'avait pas assez de sous.
pour l'acheter tout seul. Moi, je voulais pas partir avec trop de dettes, donc pas trop de levier pour parler financier. Et je voulais un projet de croissance, je voulais un projet de développement. Et donc, on s'est associé avec un partenaire qui s'appelle Thorbrook Capital, qui est un fonds d'investissement de croissance très entrepreneurial. Et donc, c'est avec eux qu'on a closé l'opération. Super partenaire de croissance. Ok, je vois. Très intéressant, le mot-clé. Ouais. Qui a toute son importance. Ouais. On parle quand même de financiarisation de la profession. Tu vois. C'est un terme qui devient, qui rentre comme ça un petit peu dans les mœurs. Oui. Mais ça veut dire quoi, en fait, concrètement, pour celui qui ne saurait pas ce que ça veut dire, ce mot, si tu pourrais, toi, le vulgariser peut-être. Écoute, déjà, c'est un mot que j'aime pas. Bah, j'imagine, je l'ai senti. Tu vois, je l'ai senti. Mon langage corporel. Je l'ai senti, je j'aime pas ce mot. Ouais, il paraît péjoratif, on dirait. Ouais, il est péjoratif et il renvoie au langage de la peur, hein, c'est-à-dire le financier qui va prendre le contrôle sur le travailleur et foutre la pression sur les équipes et réduire la qualité du service qui est rendu au client. Je te fais la projection. Ouais, bien sûr. Et puis l'indépendance du professionnel qui va être remise en cause. Voilà, donc... moi, je t'ai saoulé là. Mais c'est pas mon truc. Nous, on avait besoin de sous, on avait besoin d'un partenaire, et donc la financiarisation, ce serait le scénario de prise de contrôle de nos professions du conseil par des investisseurs financiers. Moi, ce que j'assume, c'est pas ça. Ce que j'assume, par contre, c'est le passage en entreprise de service et en gestion comme des entrepreneurs de nos boîtes de conseil. Et ça, je trouve que c'est un super truc, c'est un super tournant et c'est enthousiasmant. Et donc ça, je l'assume bien. Ouais, franchement, moi, je partage largement la vision. C'est que aussi, avoir des investisseurs ou des investissements au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit, bah, c'est aussi pour atteindre un objectif, une vision. Si tu veux entre guillemets, jouer avec la partie que toi, tu as envie de jouer, bah, chacun joue dans sa partie. Et en fonction de la partie que tu vas jouer, bah, tu ne peux pas avoir les mêmes moyens. Exactement. Et on verra dans la durée. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt un super sparring partner qui m'aide à réfléchir et qui m'aide à être audacieux, à prendre un peu plus de risques que ce que je ferais en bon expert comptable. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça plutôt cool. Tu vois aussi. Voilà. Du coup, comment tu vois le marché évoluer ? Alors, j'ai utilisé le terme financiarisation. Là, on a bien compris. Je pense que c'est bien de réagencer ce mot clé pour bien permettre à nos auditeurs de comprendre. Maintenant, j'ai entendu, on voit beaucoup de concentration de cabinets. C'est l'étape d'après. Comment toi, tu lis le marché à venir demain ? Tu vois ? Parce que j'ai l'impression que des Ridge, il va y en avoir plusieurs là. Et ça va se bagarrer comme ça. Est-ce que finalement, les petits cabinets sont amenés à être obligés de rejoindre des gros ? C'est quoi un peu ta lecture stratégique sur l'avenir ? Écoute, faut toujours partir du client. Tu vois, ça aide à ordonner un peu sa pensée. Et là où je pense pas me tromper, c'est qu'il y a des clients qui vont aller sur du full digital. Full. C'est-à-dire 100% digital et un peu de back-office, etc. Et ça va répondre aux besoins de certains clients. Et c'est peut-être des activités qui, pour bon nombre d'entre nous, du coup, sortiront d'une clientèle que jusqu'alors nous traitions. Ça, c'est le premier. Après, je pense qu'il va y avoir des clients qui vont acheter des solutions proposées par des cabinets, mais très digitales, très automatisées, et avec une offre très resserrée, parce que tu ne peux pas tout faire avec le digital. Oui, bien sûr. Ça va advenir aussi. Il y en a qui sont en train d'émerger et qui le font très, très bien, etc. Après, il y a une troisième catégorie qui va advenir. C'est ceux qui vont prendre le digital, mais pour augmenter la valeur du service, pour augmenter la qualité de l'interaction, pour augmenter la promesse employeur. Et ça, c'est plutôt la stratégie que nous allons adopter, qui suppose d'élargir l'offre, qui suppose de croire dans l'humain, qui suppose d'investir dans l'humain, tout en allant quand même pleine balle sur le digital, mais un digital pour augmenter la valeur. Tu vois, c'est un peu les trois grands chemins. Ouais, je comprends.
on parle souvent de conseils, on doit dégager du temps pour faire du conseil. J'ai quand même l'impression que la France, elle n'est pas équipée en termes de digital. Les entrepreneurs, ils Ah n'utilisent ouais. pas en fait. Oui. Donc ça veut dire que, en gros, de dire on va faire du conseil et la compta demain c'est terminé, t'en feras plus parce que tout est automatisé. Mais en vrai, les entrepreneurs, il faut éduquer le marché encore et encore et Oui. encore des années. Ouais. Tu sais, ça, c'est un sujet auquel je dis pas que j'y réfléchis tous les jours pendant mes vacances, mais j'y ai quand même beaucoup réfléchi. C'est à quelle vitesse ça va changer. Avec les deux gros sujets, celui qui est propre à notre profession, qui est donc la facture électronique. Je pourrais même dire 3. Le deuxième, c'est à quelle vitesse les entrepreneurs vont digitaliser la gestion de leurs propres boîtes, qui sont encore très manuelles. On pense qu'avec la facture électronique, ça va créer un fait des générateurs, mais bon, ça va À prendre un voir, peu de quoi. temps à Ouais, voir. c'est clair. Et puis, à quelle vitesse l'IA va changer le truc. Moi, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que notre job, c'est de nous tenir prêts et de commencer dès à présent pour pouvoir aller un peu plus vite que le marché et avoir le coup d'avance. Euh, Ce qui n'est pas à la fois très rassurant, parce que tu te dis, voilà, je fais, et en même temps, qui est accepté de vivre avec une incertitude majeure, c'est comment ça va se passer et à quelle vitesse. Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Ouais, je vois. Bah, du coup, parlons un peu facture électronique. Alors, je vais envie de dire, ouais, ça va. Enfin, c'est plus concrètement, comment un cabinet il doit implémenter ça, quoi. Comment il doit discuter avec son expert, avec son client pour lui dire, écoute, voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive. Euh, Est-ce qu'un cabinet il doit utiliser une solution tout en un pour faciliter sa vie? C'est quoi un peu la logique? J'ai quand même l'impression que les éditeurs aujourd'hui, ils tendent tous, tout à chacun, à essayer de proposer des solutions qui sont tout en un. Mais est-ce qu'ils y arrivent vraiment? Parce que tu as des éditeurs qui sont très bons pour une typologie de dossier, puis des autres sur une autre. Raconte-moi tout aussi, parce que je pense que, à mon avis, tu as du feedback à nous partager là-dessus. Ouais, mais j'ai pas de boule de cristal. Ouais, bah j'imagine. C'est un peu chaud aujourd'hui parce que tout ça est mal défini. Ce qu'on peut imaginer, c'est que chaque cabinet va plutôt commencer avec une solution et va essayer de proposer cette solution le plus possible auprès de ses clients. Et que ça va être l'étape 1. Mais l'étape 2, c'est qu'il y a des clients qui vont quitter des cabinets pour aller dans d'autres cabinets. Et donc, et un cabinet va gagner des clients qui viennent d'un autre cabinet. Ah oui, ok, je vois l'histoire croisée là. Et donc, à un moment là où on aura tous fait notre boulot, qui est plutôt de prescrire la solution qui a notre préférence avec le consentement du client, c'est quand même lui qui décide. Oui, bien sûr. Mais on exercera notre devoir de conseil quand même. À un moment viendra quand même le sujet de comment tout ça il y a une interopérabilité qui se met en place. L'étape 1, ça va être de bien choisir sa solution, de faire son choix sur le modèle économique, gratuit, payant, d'accompagner ses clients, d'accompagner ses équipes, et après, il y aura un temps 2, j'en suis intimement convaincu. Ok, hyper clair. Bon, c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est aussi un peu rassurant, dans le sens où tu te dis, full automatisation, mais comme il y a un passage où les experts comptables, encore une fois, ils auront un vrai rôle à jouer. Ah ouais. Et pas des moindres. Parce que, Ah ouais. en réalité, c'est eux qui vont réussir à implémenter la facture électronique à l'échelle du pays, quoi. Oui. Bah oui, et mettons-nous encore une fois à la place d'un entrepreneur. Là, il rentre, il se dit, bon, bah, le budget, ça va être lequel? Mes clients, je vais bientôt sortir mon bilan. Qu'est-ce que je vais raconter à mon banquier? J'investis pas. Je recrute pas. C'est quand même hyper précieux d'avoir quelqu'un qui lui dit, écoute, c'est pas un truc ultra simple. Voilà ce que je te propose compte tenu de ta situation. Voilà combien ça peut te coûter ou pas. Et voilà comment je vais t'accompagner. T'es bien, hein? Ouais, bah c'est clair. Non, mais c'est clair. Trop bien. T'es bien. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en t'écoutant, les choses, elles paraissent très simples. Ouais. Tu vois, même en termes de, je sais pas, même de conseils, quoi. Tu m'as parlé tout à l'heure des éléments de conseil. Ça, c'est très simple, en fait. J'ai l'impression qu'on réinvente pas la roue, on fait pas un truc de hyper ingénieux, mais j'ai l'impression que ça fonctionne très, très bien. Du coup, finalement, si on parlerait à un cabinet d'expertise comptable, je sais pas moi, ou quel qu'il soit,
en tout cas chez Ridge, c'est quoi les missions de conseil qui sont peut-être les plus porteuses ou les plus intéressantes ou peut-être les plus faciles à exécuter, qui apportent vraiment un effet waouh au client, si tu aurais un élément de feedback à nous apporter? Écoute, on a pris notre autonomie et donc vient maintenant le moment de d'aller de manière plus ambitieuse à la rencontre du marché. Tu vois, donc Ah oui, ok. j'ai réfléchi à ça aussi. J'ai réfléchi quand même à 2-3 trucs pendant les vacances. Et donc, ça revient un peu à ce que je t'ai déjà dit. Les éléments clés, c'est voilà votre interlocutrice et votre interlocuteur dans la durée. 2, cette personne, elle va vous répondre le plus rapidement possible sur vos besoins simples. Et donc, on rigolait un peu de Snap ou de TikTok, mais moi, je rigole pas du tout. Donc, il y a quand même un sujet de répondre sous 24 heures aux besoins les plus simples. Parce que l'entrepreneur, il est dans sa caisse, il est dans son truc, lui, il monte en pression. Il a son salarié qui n'est pas venu, ça fait 3 fois qu'il ne vient pas, il a envie de le virer, ça l'énerve, et en même temps, il ne sait pas, et donc il monte. Et donc, le simple fait de l'appeler et de lui dire « J'accuse réception, j'ai compris, je reviens vers vous », ça, c'est un élément de valeur. Après, il faut que ce soit fluide, donc il faut une plateforme de gestion de la relation client, digitale, etc., quel que soit l'âge. Et après, les besoins, je te les ai un peu donnés, hein. Une compta qui tient debout, les bons choix fiscaux, la sécurité juridique, la gestion des salariés, la protection de la personne. Oh, mais déjà, Et puis là, t'es bien. Ouais, en fait, c'est comme bien. si tu as ton minimum, entre guillemets, t'as ton minimum syndical qui te permet de. Si tu vends ta boîte demain, on va regarder dedans. Ok, c'est calibré. Exactement. Si tu veux lever des fonds, c'est calibré. T'as pas l'État qui va te taper sur la tronche et toi, tu te levé un lundi matin. Et le perso, t'as pris les trucs les plus importants. Parce qu'en général, un entrepreneur, sans être dans l'image d'Épinal, il est tellement engagé dans sa boîte qu'il s'oublie. Et donc, il ne se protège pas. Et s'il ne se protège pas, il ne protège pas ses proches. Ok, je vois. J'aime beaucoup ce discours parce que tu vois, tu simplifies à tous les besoins du marché actuel. Et en fait, on est quand même, je pense, peut-être assez loin de ces événements-là. Moi, j'ai déjà collaboré avec des cabinets, je connais des cabinets, j'ai des feedbacks de cabinets. Bon, bah déjà ça, moi, j'ai... Ah, tu fais ça bien? Moi, j'ai pas déjà. Ah bah Tu vois? Donc, en fait, en réalité, déjà, si on arrivait à avoir cette culture et ce niveau et ce standard minimal partout, bon, bah, il y a quand même de la marge de progression, quoi. oui. Ok. Donc, Oui. ça, je trouve que c'est plutôt rassurant en disant, ok, t'es pas obligé de faire des deals et des due diligence de malade. Après, je peux te raconter qu'on a une banque d'affaires, qu'on a un cabinet d'avocats d'affaires, qu'on a fait du DAF externalisé, du DRH externalisé. Mais d'abord, on commence sur... Tu parlais de Maslow. Ça, c'est sous contrôle, ça tourne. Donc là, ce qui est intéressant avec le cabinet de conseil, c'est que tu as une espèce de carte Disney que tu peux avoir. Tu prends ton client vers cette partie-là, là, de la compta, et puis après, bah, finalement, tu peux le mettre dans plein d'environnements. Bah, du coup, c'est quoi un peu la strat pour peut-être pas aller chercher plus de clients, mais peut-être optimiser le panier moyen du client? Est-ce qu'il y a une démarche proactive? Comment ça se passe aussi d'un point de vue commercial pour améliorer le portefeuille? Écoute, de ce point de vue-là, si toutefois c'est une manière de penser ou de réfléchir dans les cabinets. Alors, comme dans tous les cabinets, pour croître, tu as 3 manières. Soit tu augmentes les prix, c'est pas trop d'actualité avec ce qui se passe. Soit tu gagnes des clients, soit tu proposes plus de services à tes clients. Ce dont je rêve, c'est de vendre, bien entendu, de gagner des clients, mais aussi de vendre plus de services à nos clients. Ce dont je rêve, c'est que ce soit un geste naturel de notre accompagnement. Et donc, il y a bien entendu un acte de vente, mais que cet acte de vente, il résulte de l'échange qu'on aura eu. T'en es où, là, sur ta trésor? Ah, tu la regardes une fois par mois. Ah, t'as un petit état de juste combien tu dois à tes fournisseurs, là, vu que c'est un peu tendu, tu mesures un peu ton passif. Ton poste client, tu le regardes, tu le relances régulièrement, juste ça. Bon, bah on va peut-être regarder ton poste client, si tu relances bien. On va peut-être mesurer ton poste fournisseur pour voir si tu n'as pas trop de retard et on va regarder ta trésor. Bon, bah ça, ce serait bien qu'on prenne juste 2 heures, qu'on regarde. Et puis après, bah, si on a mis ça en lumière, bah, on vendra une petite mission d'analyse de la situation de trésorerie et un prévis. Mais j'aimerais bien, dans mon monde idéal, que ça résulte d'abord du fait qu'on ait discuté avec le dirigeant,
de c'est quoi ces opportunités, ces difficultés, et qu'on soit passé par une étape de diagnostic et d'écoute. Ça, c'est mon rêve. Ok, C'est mon rêve. trop bien. Après, il y a la vie. Hein. Ouais, j'imagine. J'aime bien utiliser ce mot-clé qui est le déficit de compétences. Culturellement, dans la compta-gestion, on est quand même globalement, contrairement à ce qu'il y a dans les programmes de formation, DCG, DSCG, tu ressors, on est diplôme de compta. Donc, tu fais de la compta. Ouais. Disons que la facture électronique, demain, tu n'as plus de comptabilité à faire. Comment tu arrives, toi, en tant que cabinet, à apporter de la valeur à des personnes, sachant que les gens, ils font plutôt de la prod, de la comptabilité. Donc, du coup, comment tu arrives à faire finalement grandir tes équipes pour qu'ils puissent répondre aux besoins des entrepreneurs? Est-ce que vous avez réfléchi à ça et comment vous faites monter en compétence les gens? C'est encore une fois pas de leçon là-dessus, hein. Plutôt Oui, du sûr. partage d'expérience. On a décidé de s'appeler Ridge Conseil. Gros débat sur le mot conseil. On n'a pas dit Ridge expert comptable, on n'a pas dit Ridge tout court, et on a assumé le mot conseil. Et il y a eu plein de débats, parce que certains m'ont dit le marché va pas comprendre, qu'on est aussi un cabinet d'expertise comptable. Les équipes vont pas comprendre, parce que tu vois bien, toi, tu as les jeunes que tu formes, ils veulent le deck, c'est quand même une étape très, tu vois, de construction personnelle. Ouais, à un carrément. moment, le deck, quoi, j'ai eu le deck. Ouais, c'est Et ouf. donc, tu veux, voilà, t'es tout fier et tout, tes parents t'invitent à bouffer. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'était long pendant 8 ans. Non, mais c'est ça qui se passe, tu vois. Et Et j'ai le deck. Et donc nous, premier choix, on a assumé qu'on serait un cabinet de conseil. Et ce qui compte, c'est de conseiller l'entrepreneur. Donc, on est déjà parti de la mission. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et c'est tout l'enjeu, et encore une fois, il faut commencer déjà par digérer la facture électronique. Ça va mettre quand même 1 année, voire 2 années. Et en parallèle, c'est monter sur tous ces éléments, de mieux comprendre les offres que moi, comptable, expert comptable, je peux vendre et produire moi-même, et aussi avoir la confiance pour créer la discussion avec le client et prescrire mes camarades. Très Pas clair. simple. Ouais, très clair. Parce qu'on est techos, et donc on aime bien parler ce dont on connaît, et on a beaucoup de mal à aller sur une discussion qu'on ne maîtrise pas pleinement techniquement. Et donc ça renvoie à la confiance et à la collaboration. Très clair. Et du coup, c'était quoi un peu les discussions qu'il y avait justement sur ce nom Ridge Conseil? Ça a été quoi un peu les contrebalancements ou les contre-arguments? Est-ce qu'il y a un élément décisif qui s'est dit, si, on va le choisir, ce nom, mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient se tenir? Le choix qu'on a eu, c'était... on avait 2 opportunités. On avait une opportunité de prendre un nom plutôt consensuel, à consonance plus française, qui était plutôt rassurant. Et sur lequel j'étais pas mal de temps, moi. Parce que j'avais l'impression de bien gérer mon risque. Et puis, il y avait un deuxième nom, Ridge. Ridge qui veut dire crête. C'est la crête de la vie, c'est la crête de l'entrepreneuriat, c'est les chemins d'équilibre. C'est pour ça qu'on a choisi Ridge. Qui a une consonance anglo-saxonne. Et donc, j'ai beaucoup hésité. Ça claque, c'est direct, ça s'articule bien en visuel, mais c'est anglo-saxon. Et donc, j'avais peur de perdre l'empathie des entrepreneurs, et puis les équipes me disent oh, c'est quoi ce truc, on s'y retrouve pas. Et ces petites leçons de vie, la prise de risque et l'audace, ça paye. Et on s'est dit, on crée quelque chose, on quitte une marque ultra puissante, faut qu'on tente un truc. Et donc on va sur quelque chose d'un peu risqué, mais c'est ce qui créera aussi finalement l'épice du truc. Et du coup, la vision, c'est d'être implémenté ou implanté sur tout le territoire? Est-ce que c'est de s'internationaliser? C'est quoi un peu l'objectif aussi du cabinet? Écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà, on prenne du plaisir. Donc ça, j'aimerais bien qu'on fasse un truc où, même si on bosse et qu'on doit être sérieux, on s'amuse un peu et on passe des bons moments en équipe ou avec les clients.
Faut jamais l'oublier. Parce qu'il y a le plaisir dans tout ça, hein, tu vois. Après, la croissance, c'est quand même la vie, quoi. C'est-à-dire, et la croissance, la vraie croissance, c'est-à-dire garder des clients, gagner des clients, avoir des clients qui nous sont fidèles et qui nous donnent d'autres services. Donc ça, j'aimerais bien. Et pour ce faire, il y a renforcé notre offre cœur de portefeuille dont je t'ai parlé. Il y a aller chercher des offres complémentaires. Il y a renforcé notre proximité, notre maillage. Et il y a attiré des cabinets, mais aussi, tu vois, j'ai des super échanges actuellement. Je verrai bien ce que ça donne avec des entrepreneurs, experts comptables ou pas, qui ont souvent monté des boîtes, qui ont eu des vrais parcours d'entrepreneurs et qui se disent, là, il y a un truc, peut-être que je peux aller plus vite, je peux développer plus fort, avoir plus de moyens. Et donc, ça m'intéresse. Voilà, moi, j'aime bien ça. Ok, je vois. Tu vois je vois très bien. Croissance externe, aussi, c'est une manière de pouvoir croître et grandir. Est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous êtes en phase de le faire? Est-ce que vous projetez de le faire? Écoute, donc là, on a signé notre première, on est indépendant depuis juin, donc on a signé notre première croissance externe, on l'annonce dans les prochains jours. Trop bien. Ouais, allez. Voilà, avec un super expert comptable, qui nous rejoint pour le projet. Et puis après, on a beaucoup de contacts en cours, un peu de nature. Tu as des gens qui viennent pour apporter une expertise qu'on n'a pas ou qu'on peut renforcer, donc dans la banque d'affaires, dans le cabinet d'avocats d'affaires, dans le digital, dans la gestion de patrimoine. Et puis après, on a des experts comptables qui voient la solidité de ce que nous sommes, qui voient l'ambition, qui voient les moyens, qui voient le projet et qui se disent c'est un bon partenaire pour la prochaine étape, quoi. Toi, justement, c'est quoi, selon toi, les bons ingrédients d'une croissance externe qui est réussie? Sur quels critères tu vas choisir? Ou en tout cas, c'est pas choisir, c'est vous allez vous choisir mutuellement pour être équilibré dans la relation. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Et qu'est-ce que tu dis, ça, c'est bien pour Rich? Écoute, la réponse est très sincère. Il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est le fit. Je vois. C'est est-ce qu'on aura plaisir à travailler ensemble? 1. 2. Est-ce qu'on va pouvoir être suffisamment en confiance pour se dire les choses? Et donc, est-ce qu'on sera capable de surmonter les difficultés? Et ça, c'est la garde de tri. Réciproque. Oui, bien sûr. La personne qui a envie de nous rejoindre, il faut qu'elle se dise avec eux, je vais pouvoir discuter. Et puis nous, faut qu'on se dise avec lui ou elle, je vais pouvoir travailler. Et une fois que, tu vois, là, on est sur une très belle opération, je pense que c'est pour la fin de l'année, la chose qui fait que ça ira au bout, c'est parce qu'on s'entend bien et on a envie de faire un truc ensemble. Parce qu'après, les deals, on a quand même des techniciens qui sont connectés. T'as 1000 opportunités de ne pas être d'accord. Ah oui, les sous, le salaire, les équipes, les locaux, la marque, les outils, le projet, les modes de gestion. Là, tu peux y aller. Donc, à un moment, faut qu'il y ait, et j'en reviens, faut qu'il y ait une petite chimie qui se mette en place. Ouais, donc ça veut dire que cette histoire du cœur, cette histoire d'intuition qui revient au début, en fait, finalement, tous ces problèmes que tu viens de lister, si tu as envie de faire, tu vas les prendre et tu vas les défoncer au fur et à mesure. Oui, exactement. Okay. Et tu vois, le prix, par exemple, à un moment, on est dans un monde capitaliste, donc les sous, c'est important pour tout le monde. Mais si tu as le fit et tu t'es bien mis d'accord sur ce que tu as envie de faire, tu trouves toujours un prix. Ouais, bien sûr. Qui est utile et qui est bon pour chacun des parties. Pour chacun. Ok, je vois. Très clair. Du coup, pour toi, la croissance externe réussie, c'est forcément quelqu'un qui va vous rejoindre. C'est pas quelqu'un qui veut vendre son portefeuille. Est-ce que ça pourrait être 2 éléments? Parce que tu vois, la pyramide des âges, quand même, chez les experts comptables, il y en a, ils ont la moitié, c'est plus que 50 ans. Oui. Donc, du coup, à un moment donné, ils vont pas 65 ans et ils vont partir, quoi, tu vois. Indéniablement, il y a la pyramide, mais voilà, ça fait partie de nos ambitions, clairement, de pouvoir s'associer avec d'autres cabinets. Parce qu'on a un beau projet. Et après, il y a tout âge. Tu sais, l'âge, je fais très attention parce que
Là, on a un cabinet, on n'a que des quadras avec qui on est en train de discuter et ils ont envie d'accélérer et ils se disent avec nous, on va accélérer. J'ai un autre cabinet avec lequel on discute, 2 associés qui ont 58 ans. Et eux, on a une super discussion avec eux parce qu'ils voient ça comme la manière de transmettre la boîte qu'ils ont développée et de faire monter des jeunes qui sont dans leur cabinet, qui n'ont pas suffisamment de sous pour reprendre la totalité du capital. Et ensemble, on va pouvoir concomitamment permettre finalement la sortie à moyen terme des 2 associés fondateurs et en même temps permettre à 2 jeunes qui pètent le feu mais qui ont 28-30 ans, donc ils n'ont pas de sous, pas grand-chose, et on va leur permettre de pouvoir monter au capital dans de bonnes manières. Tu vois, on pourrait avoir tendance à vouloir aller, tu vois, dans ce qui se passe, Rich, c'est... En tout cas, sur le papier, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on pourrait se dire, ah bah tiens, on peut y aller, il y a plein de choses à faire, on peut aller vite, on peut accélérer. Est-ce que quand même, tu as des traceurs où tu te dis, où tu as même des gens qui sont avec toi, peut-être il faut qu'on ralentisse, peut-être on réfléchit. C'est quoi aussi un peu la prise de décision? Tu prends un peu de risque, mais est-ce que des fois aussi, il y a quelque chose d'un peu plus rationnel, entre guillemets, où tu dis, bon, peut-être pas qu'on aille trop vite. Il y a aussi tu vois, le fait que tu as un partenaire de croissance au sein du capital. C'est quoi aussi la gouvernance et comment on jongle avec tout ça? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Parce que, tu vois, moi, je peux m'exciter comme un fou avec mon équipe. On peut faire des plans sur la comète. Mais tu ne peux pas demander à chacune et à chacun tout et n'importe quoi. Et donc, je ne crois pas que le sujet, ce soit la vitesse. Le sujet, c'est ce que tu choisis de faire et ce que tu renonces. Ouais. Faire les bons choix, quoi. Travailler sur les bons sujets. Et donc, le vrai sujet, c'est de la simplicité. C'est d'abord la renonciation, ou le renoncement, pardon. Ouais. Et donc, à quoi tu renonces et à quoi tu crois, et ce à quoi tu crois, t'y vas pleine balle. Exemple, nous, on a une belle clientèle de ME et de TI. C'est un peu notre positionnement, tu vois. C'est plutôt un positionnement belle PME, ETI. Et donc, on a bien entendu des sujets de continuité de service sur les pays limitrophes en Europe. Tu vois, on a des clients à Perpignan, t'as la Catalogne à côté, on a des clients à Strasbourg, t'as le franco-allemand, on a les Belges, etc. etc. Bon, voilà, ça, c'est un sujet de renoncement ou de renonciation, je ne sais pas comment on dit. Il faut qu'on arrive à assurer la continuité de service. Mais ce qui est d'abord important, c'est d'avoir des beaux câbles qui nous rejoignent en France pour développer l'expertise comptable et pour compléter notre offre de service. Donc, c'est là-dessus qu'on va. Et là, on y va à pleine balle. Bon. Donc, tu choisis, et quand tu choisis, tu joues. Ouais, alors ça, masterclass pour moi, je trouve ça très intéressant parce que la simplicité, c'est faire des choix et des fois, c'est dur. C'est horrible. Et donc, du coup, il faut, en fait, mais je pense que c'est là où tu es le meilleur. Parce que quand tu réduis tout, et puis, je sais pas, les grands artistes, ils diront, ils ont fait un truc tout simple, tout bateau, mais c'est difficile, en fait, de faire ça. Et du coup, c'est ça qui marche. Donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir aussi cette vision. Faut pas partir dans tous les sens. Faut choisir ses batailles. Et quand tu sens que tu as attrapé un truc, t'y vas. Et tu essaies de faire mieux que tout le monde, et mieux que toi-même, et puis tu essaies d'être toujours meilleur. Ok, hyper clair. D'ailleurs, je faisais un épisode avec un chef 3 étoiles. Lui, il a par contre, par exemple, je sais pas moi, des fois, il a mis 10 ans à mettre un plat. Il l'a fait, tout le monde a kiffé, et puis après, il passe au suivant, tu vois. Mais vraiment, il a essayé d'être cherché le plus simple possible. Il est allé au bout. Ouais, il a été au bout de son truc. Il est au bout. Il est allé au bout. Et c'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, le feedback d'ailleurs, si vous êtes sur... là, vous écoutez, c'est Glenn Viel. Allez voir cet épisode. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, avant ou après celui-ci. Mais en tout cas, c'est vraiment une masterclass sur le processus créatif du chef cuisinier qui va concevoir son plat. Mais du coup, je trouve que c'est très transposable à l'entrepreneuriat, à la fonction de dirigeant. Tu vas concevoir ton plat, mais tu vas concevoir ton offre de service, ton accompagnement, tout ça, quoi. Et après, tu vois... Masterclass. Une fois que tu as fait l'horrible exercice de renoncer, on déteste tous. Tu vois, on a plutôt des pensées holistiques, la formation française est très là-dessus. Il faut tout courir. Non, tu renonces. Et puis après, tu fais. Et tu fais, et ça, tu vois, c'est un sujet qui me tient très à cœur, c'est
tu te compares pas. Parce que tu trouveras toujours mieux que toi. Tu peux toujours être déçu. Tu fais. Tu vois, c'est un peu dans ta formation que tu fais avec l'école auprès des jeunes. Quand tu leur mets les routines, les trucs, etc., t'arrêtes de te comparer. Hein. T'as 8, t'as 12, t'as 16, tu vas être major ou tu vas l'avoir tout juste. C'est pas le sujet. Ouais, c'est Le clair. sujet, tu fais ton truc, tu fais tes cours, tu te les avales, tu respectes tes routines et t'avances. Et tu vas réussir, quoi, à ton rythme. Et Avec à ton ton... rythme. Et peut-être que t'as dit, c'est que tu vas faire une super carrière. Peut-être que t'es major et c'est génial. Ouais. C'est pas le sujet. Le Le- sujet, tu fais. Le principal, c'est que tu prennes du plaisir et que tu y mettes du cœur à l'ouvrage et que tu Voilà. sois... OK. Hyper clair. Masterclass. Masterclass. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces éléments. On va bientôt arriver à la fin de cet Oh. épisode, donc il passe très vite. J'aurais quelques autres questions aussi à te poser. C'est quoi la gouvernance de Ridge ? Comment vous discutez ? Comment vous prenez des décisions ? Comment vous faites progresser ? Tu vois, tout ça. Qui sont les profils qui t'accompagnent et qui t'aident et que toi aussi tu aides en même temps ? Subtil équilibre. Ok. Il y a 3 éléments clés. Le premier élément, c'est le manager ou l'associé. C'est lui qui est au cœur du jeu, femme ou homme. C'est lui qui a un portefeuille, c'est lui qui a des clients, c'est lui qui exerce son métier. Donc ça, c'est le premier élément clé, c'est la responsabilisation et l'autonomie du professionnel. Et moi, je crois à fond à ça. Je le dis souvent, pas de manière péjorative, mais on n'est pas des banques, on n'est pas des assureurs. Notre valeur, je t'ai parlé que d'humain, que de relations. Ouais, bah de Et ouf, donc, hein. Trop bien. ça, c'est le premier principe de gouvernance. Le deuxième, après, c'est qu'on est une organisation. Et donc, une organisation, il faut un codir qui donne le cap, qui donne l'impulsion et qui donne les moyens. Donc, on a créé un codir qui a cette mission, impulser, donner l'axe, soutenir, et puis aussi s'assurer que ce qu'on décide advient, parce que c'est quand même nécessaire. Et puis après, il y a un troisième échelon. On a un conseil de surveillance, un board, qui est lui, dans lequel est présent notre partenaire, et qui lui est plutôt sur la stratégie, l'anticipation, les grandes décisions, et bien entendu le contrôle de l'équipe de management. Voilà à peu près comment on travaille. C'est un élément pas neutre du tout, tu vois, parce que même si c'est pas le quotidien de certaines personnes qui nous écoutent, c'est intéressant, ne serait-ce que dans son apprentissage. La gouvernance, c'est un élément qui est déterminant dans la capacité d'une organisation à réussir la mise en œuvre de sa stratégie. Et que tu sois une TPE de 8-12 salariés, une ME de 50-100, une ETI, tu as toujours cet enjeu de savoir quel est le rôle de chacun, où se prennent les décisions, où se traitent les difficultés, où se prennent les arbitrages. Vachement important. Masterclass. Merci beaucoup, Jérôme. J'aurais du coup encore deux sujets à aborder rapidement. On parle un peu aussi de technologie, tu vois, les plateformes digitales. T'en as parlé au début aussi. On parle de digitalisation, en tout cas du marché français. Quelles sont les solutions digitales que vous utilisez chez Ridge ? Et tu vois, il y a plein de solutions qui émergent. Je sais pas, parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel ? Pour quelles raisons, etc. Écoute, nous, on a une partie de notre production qui est faite sur Cegidloop. On a fait le choix de Pennyline en parallèle sur nos clients en tenue révision et pour assurer le passage à la facture électronique. Donc, on marche sur 2 jambes. On a un partenariat là, qui se noue avec Pennyline dont on est très fiers. Après ça, c'est le choix des éditeurs avec lesquels on travaille. Notre logique, c'est quand même de développer notre propre plateforme de gestion de la relation client pour ne pas j'ai envie de dire, limiter à juste les interactions comptables, mais pouvoir faire vivre toute notre promesse. Et donc, on a nos propres équipes qui travaillent également sur notre plateforme. Voilà un peu comment on a fait notre choix. D'autres sont leurs propres éditeurs, d'autres ne travaillent qu'avec les éditeurs.
Nous, on a une solution hybride. J'ai une dernière question que je pose traditionnellement à tous mes invités. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose, que ce soit en pro ou en perso, que tu pourrais justement partager à nos auditeurs qui nous écoutent? Écoute, la chose moi que j'ai vraiment appris dans le temps, c'est ne pas vivre dans le regard des autres, mais s'écouter soi-même, écouter son instinct et trouver du confort dans ce qu'on fait et pas dans ce que vont penser les autres, que ce soit en mal ou en bien. Je trouve que c'est toujours des grands pièges versus se dire j'ai choisi quelque chose, j'y crois et je le fais. Donc souvent, tu vois, que ce soit avec des jeunes qui nous rejoignent ou dans le cercle familial, on est très sensible à ça. Souvent, quand on est jeune, que vont penser les autres? On vit dans son réseau amical, on vit dans son image sociale, dans les réseaux sociaux. Non. La force et le courage de croire dans ce qu'on veut faire et après de faire, qui est le meilleur des réconforts. Voilà. Donc, c'est ça mon invitation. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était un véritable plaisir pour moi de le réaliser. Merci, Nicolas. Écoute, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'ai particulièrement apprécié cette discussion. Si vous souhaitez voir, allez rencontrer Jérôme. Je vous mets son profil LinkedIn directement en description de cette vidéo. Vous avez aussi le site internet du cabinet Ridge Conseil. Merci à tous d'avoir suivi cette masterclass. Si vous l'avez kiffé autant que j'ai pris de plaisir à la réaliser, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, partager à vos copains, vos copines. Et puis, je vous dis naturellement, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!